Bien, alors donc là je fais un petit essai micro. J'espère que vous m'entendez. Alors, vous pouvez voir donc dans la fenêtre juste à droite, on peut se poser des questions. Donc la première chose que je vais vous demander, c'est si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok, ça je vais copier. Hop, on va le recoller là. Donc ça c'était le premier exercice. Ok, c'est bon, donc j'ai... Ok, très bien. A priori, vous m'entendez, c'est impeccable. Bon, alors moi, je peux vous proposer, on va peut-être attendre encore, peut-être, je sais pas moi, encore 5 minutes que les gens arrivent. Là, vous êtes une douzaine. Je sais pas comment vous voulez qu'on commence la séance. Si vous voulez me poser des questions précises, alors d'abord, est-ce que vous avez tous vu qu'on a mis en ligne des vidéos sur les trois exercices du TD? Et est-ce que vous avez tous visionné ces vidéos? C'est important. Alors, pourquoi j'ai pas le son dans mon casque? Hop, hop, 1, 2. Bon, a priori, peut-être ça. Ok, bien. Bah, je sais pas, alors j'attends vos questions. On va pas refaire le TD, mais si vous avez des points précis sur le TD, donc le premier exercice, c'était une protéine qui était constituée de plusieurs sous-unités, donc j'ai mis ici le schéma à l'écran. Et vous avez vu que c'était des techniques de purification. Alors il fallait soit dissocier des sous-unités puis les séparer par purification. Et on avait plusieurs techniques à notre disposition. Alors, vous êtes a priori 11. Hop. Hop. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce TD? Je vous rappelle que dans la première question, on voulait séparer C de AB. Et on voyait bien que C était relié à B par ce pont disulfure que j'entoure là. Et donc il fallait bien sûr rompre ce pont disulfure. Alors quelqu'un peut-il me dire dans l'assistance comment on rompt un pont disulfure? Avec quel moyen chimique? Oh, c'est pire que la participation en live, ça. Personne ne répond. Ouais, bien. Avec du DTT. Alors, DTT. Le dithiotérétol. Effectivement, le DTT, CH2SH. Avec deux fonctions alcool. C'est par ses fonctions thiol, hein, c'est pas les fonctions alcool qui sont importantes. Hop, par ses fonctions thiol,
il va venir réduire ce soufre là, alors soit une autre molécule, soit la même molécule, hop, et puis ce soufre là. Bien, ok, je valide toutes les autres réponses. Quand vous dites un agent réducteur, on aime voir le nom d'un agent, donc faut le citer. Donc ça c'est pour répondre à Raphaël. Et effectivement il y a le 2-mercaptoéthanol aussi. Donc le 2-mercaptoéthanol, lui il a une seule fonction thiol. Qui va avoir le même effet par cette fonction thiol. Il va pouvoir réduire le bond disulfure. Donc vous avez vu qu'à partir de là, on va obtenir cet objet là qui s'appelle AB avec les liaisons hydrogènes plus cet objet là qui s'appelle C. Alors si on veut être précis, ça je ne l'ai pas dit dans la vidéo, maintenant vous avez un SH, ça c'est une cystéine. Là vous avez la même cystéine, elle est réduite. Et voilà, ici vous avez un glutamate et une lysine à la position 13. Ok. Donc la suite de l'exo, c'était de bien comprendre que ici vous aviez un objet qui faisait 20 kD et un objet qui faisait 1,2 kD. Donc bilan, la chromato d'exclusion est appropriée. Chromatographie d'exclusion moléculaire appropriée. Utilisable pour purifier AB de C. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ok. Donc le principe, est-ce que vous avez tous compris le principe de la chromatographie d'exclusion? Ok, là je fais des petites billes. Là je fais les grosses protéines que je dépose sur la colonne. Et là je fais des petites protéines que je dépose sur la colonne. Donc les grosses protéines, elles sont éluées en premier. Et les petites, je sais plus quelle couleur j'ai pris, là, hop, elles vont faire un gros trajet, un long trajet. Et elles vont être éluées en dernier. Et on dit que le principe de séparation, c'est selon le rayon de Stokes. Rayon de Stokes. Alors certains, oui, les protéines vont sortir, oui. Alors on me pose une question, je ne sais pas si vous voyez toutes les questions de Célestine. Oui, toutes les protéines vont sortir parce qu'il faut bien comprendre que on fait passer du tampon dans cette colonne en continu. Donc il y a toujours, un flux de tampon ici qui va passer dans la colonne. D'accord ?
passe. Donc forcément, elles vont finir par sortir. Il y a des cas bien spécifiques où les protéines vont se coller. Alors si elles ont une affinité pour les billes, elles peuvent se coller, et donc elles vont mettre longtemps à sortir, mais c'est pas le principe. Le principe, c'est que les billes que j'ai dessinées en bleu soient inertes. Donc que les protéines ne s'adsorbent pas sur la colonne. Dans les chromatographies que vous devez apprendre, il y a des chromatographies qu'on appelle d'adsorption. Alors, si je le marque là, mais c'est pas le cas ici. AD. Hop. Adsorption. Adsorption, ça veut dire que les protéines vont s'accrocher sur la colonne. Et là, la chromatographie d'exclusion n'est pas une chromatographie d'adsorption. Il y a toujours un flux continu. Ok, qu'est-ce que je peux vous dire que j'ai pas évoqué dans la vidéo? Le rayon de Stokes. Hop. Pour vous dire que c'est important d'utiliser ce critère-là pour la chromatographie d'exclusion. Pourquoi j'ai un retour son en différé? Ok, bon, c'est pas grave. Ok. Hop, je vais juste essayer de faire un petit truc. Bon, ok, alors, peut-être ça c'est bon. Allô? Ouais, là c'est un peu mieux. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, le rayon de Stokes. Le rayon de Stokes, c'est le paramètre qui tient compte de l'enveloppe de la protéine. Et dans certains manuels, on vous dit que la chromatographie d'exclusion, le principe est aussi basé sur la masse moléculaire des protéines. Ça, c'est faux. Il ne faut jamais dire que le principe est basé sur la masse et que plus les protéines ont une masse importante, elles vont sortir vite, plus les protéines ont une masse petite, elles vont sortir plus en dernier. Je peux vous montrer ça en illustrant ici. Si je fais une protéine globulaire, voilà, qui fait par exemple, on va dire 30 kDa. Et si je vous fais ici en vert une protéine fibreuse, on va dire du collagène, un petit fragment de collagène. Alors c'est quoi le collagène? C'est une protéine de structure, une triple hélice, et elle fait aussi 30 kDa. Donc ça c'est on va dire une protéine fibreuse. Quels seront le rayon de Stokes de ces deux objets, d'après vous? Donc si on se réfère à la définition, le rayon de Stokes, c'est le rayon de la sphère idéale qui englobe les deux objets. Donc le rayon de Stokes de cette protéine globulaire que j'ai dessiné en rouge, compacte, il sera ça. Et le rayon de Stokes de cet objet-là, ben, il faut imaginer une sphère comme ça. Parce que la baguette va échantillonner tout l'espace possible. Je l'ai fait un peu grande ici. Hop. La baguette va échantillonner tout l'espace possible en solution. Et donc, vous imaginez bien que ce rayon de Stokes ici de cet objet-là, il sera plus grand. Donc, ces deux protéines ont la même masse. Mais malgré tout, c'est la protéine fibreuse qui a un plus gros rayon de Stokes, donc qui va être éluée en premier, et cette protéine de 30 kDa va être éluée en second. Donc voilà, il faut être rigoureux, il faut dire que c'est selon le rayon de Stokes. Vous pouvez dire la taille, la compacité, le volume, le rayon hydrodynamique, mais en toute rigueur, on ne doit pas dire la masse moléculaire. Alors une fois que j'ai dit ça, c'est vrai aussi que sur ce genre de colonne, généralement, on ne dépose pas trop de protéines fibreuses, à part si vous êtes dans un laboratoire qui étudie effectivement les protéines fibreuses, et vous allez être amené à déposer des protéines fibreuses, mais généralement on dépose des protéines globulaires comme celles que j'ai marquées, comme celles que j'ai schématisées ici. Donc ça c'est protéines globulaires. Ok, est-ce que vous voulez voir d'autres choses? Donc la première question c'était bien AB qui allait sortir avant
la protéine de la sous-unité C parce que AB est plus gros. Ok, donc ça c'est bon. Hop là, je vais un peu loin. Donc ensuite, j'avais évoqué... oui, 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 oui. Alors, c'est pas interdit, ça je réponds à Célestine, c'est pas interdit de déposer des protéines fibreuses, d'accord? Vous pouvez déposer des protéines fibreuses, mais sachez qu'il n'y aura plus du tout de raisonnement selon la masse. Par contre, si vous me dites que vous avez déposé des protéines globulaires, ça veut dire quoi globulaire? Globulaire, ça veut dire qu'elles sont grosso modo sphériques. D'accord? Alors, si vous avez déposé des protéines globulaires sur les colonnes, alors ça veut dire que il y aura forcément une relation entre la masse moléculaire et le rayon de Stokes. Mais si vous ne précisez pas ça, si vous dites ah oui mais moi sur ma colonne de chromatographie j'ai déposé des protéines fibreuses et des protéines globulaires, alors on ne pourra pas faire de relation, on ne pourra pas établir de relation entre la masse moléculaire de l'objet et son élution. Voilà. Donc pour aller un peu plus loin dans ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez déclarer que la chromatographie d'exclusion sépare en fonction de la masse moléculaire si vous précisez pourvu qu'on dépose des protéines globulaires sur ces colonnes. Là, ok. Mais si on précise pas ça et que je dépose une protéine fibreuse, comme dans l'exemple ici, bah une protéine de même masse, deux protéines de même masse peuvent avoir des rayons de Stokes différents. Ok. Donc oui, dans l'exercice, c'est bien les protéines qu'on dépose sur la colonne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi j'attends vos questions, n'hésitez pas d'interagir en même temps, hein, j'attends vos questions. Donc isolé, ok. Allez, oui, ensuite c'était la dénaturation. Petit mot sur la dénaturation. Ça c'était la question 2 du premier exercice. Donc on veut séparer A de B. Donc si je refais, je reviens en haut. Vous avez vu maintenant que A, je vais le faire en vert ici. Là maintenant je considère cet objet là et je veux séparer A de B. Donc il va falloir perturber ou rompre ces liaisons hydrogènes. D'accord? Rupture des liaisons H. Alors, je fais une petite pause. Vous entendez quoi par compacité? Compacité, est-ce que j'ai un exemple sous la main? Voilà mes mains. Donc là, mes mains représentent une protéine qui n'est pas compacte. Voilà mes mains. Là, mes mains représentent une protéine qui est compacte. D'accord? Donc cette protéine-là que j'imagine ici en ouvrant mes doigts, elle est moins compacte que cette protéine-là qui est bien plus repliée, qui est plus compacte en fermant mes doigts. Donc ma protéine en fermant mes doigts va être vue dans une colonne de chromato comme un objet petit, alors que cette protéine comme ça qui est beaucoup plus lâche va être vue comme un objet gros et va sortir en premier. D'accord? C'est ça la compacité. Oui, alors ça c'est possible. Alors attendez, ok, on va passer à la question de Raphaël. Ok. Du coup, je vais effacer ça. Ok, donc vous avez tous vu la question de Raphaël qui est intéressante sur la Q3. Après avoir détruit les liaisons unissant les chaînes A et B, on veut les obtenir pures, l'une par rapport à l'autre. Quelle technique on peut employer? Alors, on peut effectivement utiliser une électrophorèse. Ça, c'était la question 3. Hop. Hop, allez, je vais le mettre en bleu parce que c'est pas beau ça. Hop, hop.
l'électrophorèse. Alors, donc on est dans ce cas de figure là, on a la sous-unité A qui a un glutamate ici. Alors, je vais mettre chargé moins plus la sous-unité B qui ont exactement la même masse, qui ici a une lysine que je vais mettre chargé plus. Donc effectivement, alors vous avez vu, vous avez tous compris que cet objet là, A et B, ils ont la même taille, 10 kDalton. Donc on ne pourra pas utiliser la chromatographie d'exclusion moléculaire. On peut, alors ce qui est préconisé, c'est plutôt une chromatographie d'échange d'ions parce que c'est basé aussi selon la charge. Si vous voulez faire une électrophorèse, alors c'est moins usité dans le sens où il est plus difficile après par électrophorèse de récupérer les protéines. Là, dans cet exercice, ce qu'il fallait bien comprendre, c'est qu'on veut trouver des méthodes pour récupérer ensuite les protéines de façon assez simple. Sur une chromatographie, le tampon coule, la protéine va sortir de la colonne, on la récupère dans des tubes. En électrophorèse, on peut faire ce qu'on appelle une page. Alors, c'est pas une SDS page, ne confondez surtout pas. On appelle ça native page. Donc on utilise toujours un gel d'acrylamide. On peut aussi utiliser un gel d'agarose. Donc, mais par contre, on est dans des conditions natives. On va surtout pas sans SDS. On va surtout pas dénaturer les protéines, puisqu'on veut qu'elles conservent cette différence de charge. Et on va les déposer effectivement sur un gel d'électrophorèse. Ok, ça c'est mon gel. Donc je vais les déposer, je vais déposer le mélange là. Ou alors généralement on peut le déposer, si on fait un gel d'agarose, on le dépose au milieu parce qu'on ne sait jamais du coup dans quel sens vont migrer les protéines. Ok. Et effectivement, il va y avoir une migration. Donc là, si je mets généralement, on met le pôle plus en bas, le pôle moins en haut. Là, j'ai mon mélange de A- plus B plus, d'accord, qui va migrer ici. C'est mon mélange qui est dans le puits ici, que je dessine ici. Donc celle qui va migrer le plus loin, et vous aurez à la fin une bande, ce sera la A-, qui est négative. Et celle qui va migrer un peu moins loin, ici, on va mettre, ce sera la B+. Donc effectivement, dans un gel d'électrophorèse, on peut, mais à condition d'être en condition native, surtout pas en condition dénaturante, on pourrait séparer. Le problème de ça, c'est qu'après, il faut qu'on coupe avec un petit scalpel la bande de gel ici. Il faut qu'on élue la protéine de ce gel là, donc on est obligé de la mettre dans un boudin de dialyse, de refaire une électrophorèse, etc. C'est faisable, mais c'est un peu compliqué. On n'en aura pas des tonnes non plus parce qu'on ne peut pas déposer des grosses quantités sur ces gels. Donc c'est pas une méthode que j'appelle préparative. L'électrophorèse, ce sera une méthode analytique. Voilà, alors là j'espère avoir répondu à Raphaël. Charline qui me dit, qu'est-ce qu'un volume d'élution dans le chromatogramme de l'Exo 3? Alors attendez, là du coup tout arrive en même temps. Donc je reviens sur l'Exo 3. Est-ce que vous voulez pas d'abord que je termine? Qu'est-ce que je voulais vous préciser sur la dénaturation? Oui. Sur la dénaturation. Alors attendez, je reviens. Je vais répondre à vous, Charline, juste après. Là, je reviens toujours, on est dans l'exo 1 sur la question 2. Dénaturation. Est-ce que vous avez tous compris dans la vidéo la différence entre des dénaturants tels que l'urée ou le chlorure de guanidinium et versus le SDS? Ça c'est important. On peut accepter comme réponse d'utiliser le dénaturant, le SDS. Avec du SDS, vous allez effectivement séparer les sous-unités A de la sous-unité B, mais sachez que le SDS, on l'utilise plutôt pour faire des électrophorèses. Et en SDS, on considère que la dénaturation, elle est quasi irréversible. Ça veut dire quoi, quasi irréversible?
Ça veut dire que il faut se lever tôt après pour essayer de retrouver votre protéine sans SDS. Donc il va falloir la dialyser longtemps, etc., etc. Donc on ne va pas utiliser ça en première intention quand on veut après récupérer les protéines et qu'on veut les analyser ultérieurement. On va plutôt utiliser le chlorure de guédinium ou l'urée, qui sont des dénaturants un peu moins drastiques. Mais ça suffit ça suffit à perturber le réseau de liaison hydrogène, tout le réseau de, je vais mettre perturbation, destruction des liaisons faibles. Et donc on va dénaturer les protéines. Alors j'ai pas insisté là-dessus dans la vidéo, mais dénaturer, c'est-à-dire qu'elles vont perdre leur structure 3D, ça c'est clair. Donc perte des structures 3D, elles vont perdre leur structure secondaire aussi. Hop. Perte des structures secondaires, ok. Donc elles vont se débobiner. Et ce qu'il faut savoir, j'ai peut-être pas insisté aussi, c'est que quand on a dénaturé des protéines, il y a toujours aussi un risque pour essayer de la retrouver, de la renaturer. On ne sait jamais si ça va marcher. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a beaucoup plus de chances que ça marche en utilisant de l'urée et du chlorure de guédinium qu'en utilisant du SDS qui est quasi irréversible. Donc voilà, ça je voulais le préciser ici. Ok, donc j'en étais à Charline qui me... Ok, c'est bon. Morane, la compacité, c'est bon, j'espère que vous avez compris. Ok, qu'est-ce qu'un volume d'élution? Alors, le volume d'élution, je vais refaire, là j'ai mes petites figures ici. Hop, c'est par où? C'est par là. Hop, copier. Hop, hop là, pourquoi il se met toujours là? C'est bizarre. Ok, donc Charline me demande qu'est-ce qu'un volume d'élution dans la chromatographie de l'Exo 3. Donc dans la chromatographie de l'Exo 3 que je viens de remettre ici, le volume d'élution, c'est simplement le volume ici auquel vont sortir les protéines. Alors là, on suivait l'absorbance à 280 nanomètres, et à 280 nanomètres, on a vu, alors le volume d'élution, il se prend toujours au sommet du pic. Donc vous prenez le sommet du pic, vous tracez un trait vertical, hop, et vous lisez sur l'échelle des abscisses le volume d'élution, et là je lis 15 ml. Et là par exemple pour le pic 2, vous tracez un trait, hop, vertical, et là je lis le volume d'élution, ici c'est 40 ml. Pareil pour le pic 3. Donc en chromatographie, quand on discute avec des collègues, on aime bien dire à quel volume tu as élué ta protéine, ou à quel volume ta protéine a-t-elle été éluée. Ça nous permet de savoir, alors quand on connaît bien les colonnes, ici je termine, c'est 75 ml. Quand on connaît bien nos colonnes de chromatographie, si jamais j'ai un collègue par exemple qui a utilisé une colonne que je connais bien et qui me dit que sa protéine elle a été élue à 20 ml, moi connaissant la colonne, je dis 20 ml c'est le volume mort, c'est-à-dire que c'est le volume où toutes les grosses protéines sortent en premier, et je lui dis il y a des chances que si ta protéine a été éluée à 20 ml dans cette colonne que je connais bien, il y a des chances que ce soit des gros agrégats, qu'elle ait perdu sa structure 3D, qu'elle se soit agrégée et qu'elle soit pas qu'elle n'ait pas une structure adéquate pour continuer tes expériences. Donc voilà, le volume d'élution, c'est le volume auquel sort une protéine. Et il se détermine au sommet de chaque pic. Alors des fois, on peut parler aussi du temps d'élution. Si votre axe des abscisses est gradué en minutes, on peut aussi parler de temps d'élution.
Alors généralement, comme on a le débit d'une colonne, on sait qu'on l'a utilisé par exemple à 1 ml minute, un 1 ml correspondra à 1 minute. Donc si j'ai utilisé ma colonne à 1 ml minute dans le cas du chromatogramme ici, je pourrais vous dire que 15 ml ça équivaut à 15 minutes, 40 ml à 40 minutes, etc. Mais le mieux c'est de parler du volume d'élution, comme ça on s'affranchit du débit, on n'est pas obligé de dire ah ouais mais c'était quel débit parce qu'il faut que je connaisse le volume, c'est le volume qui fait foi. Ok, Charlie, j'espère que j'ai répondu à votre question. Ok, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur la... Donc ça c'était, je remets ici, ça c'était une question concernant l'exercice 3. Je crois qu'il reste, le live, je crois qu'il reste 14 jours, mais je suis pas sûr. Moi, là j'avoue que Twitch, c'est la première fois que enfin, j'ai fait quelques petits essais, mais voilà, le live, il reste pas très longtemps. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On va terminer. Ok. Sur la dénaturation. Ah oui, je voulais parler aussi de la dénaturation thermique ici. D'accord. Hop, ici, je voulais parler. Ça, c'est de la. Ça, ce qu'on, quand on utilise l'urée et le chlorure de gonidinium, c'est des agents chimiques. Donc on parle de dénaturation chimique. On peut aussi utiliser la chaleur. Et ça, je pense que je l'ai évoqué avec vous dans le TD la semaine dernière. Dénaturation thermique. Et ben, c'est le principe effectivement de faire un œuf sur le plat. Quand vous faites un œuf au plat, le blanc d'œuf c'est une réserve d'albumine que vous voyez instantanément se dénaturer lorsqu'elle touche la poêle chaude parce que la protéine va se dissocier, va perdre sa structure et elle va s'agglomérer. Alors elle s'agrège même, elle fait ses gros agrégats blanchâtres et tout ce que vous faites en faisant un œuf au plat, vous faites une dénaturation thermique. Alors pareil pour la dénaturation thermique, il faut toujours se soucier si je veux utiliser ma protéine après, si je veux l'analyser par la suite, est-ce que j'aurais besoin de la renaturer ou pas? Et la dénaturation thermique, comme toutes les dénaturations, on ne sait jamais si a priori on va pouvoir ou pas, pardon, on va pouvoir ou pas renaturer notre protéine. Et dans le cas d'un œuf au plat, je vous avais dit que une fois que le blanc d'œuf est apparu, vous aurez beau refroidir votre poêle, vous aurez beau refroidir le blanc d'œuf, il ne va pas à nouveau devenir liquide et se redevenir soluble. Donc on a affaire, quand on fait un œuf au plat, à un phénomène de dénaturation thermique irréversible. Voilà, c'était ce que je voulais préciser là-dessus. Ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on passe au... alors Raphaël me dit donc le volume d'élution donne uniquement des informations sur la taille des protéines éluées. Je dirais oui. Oui, en gros oui c'est ça. C'est que si on a un volume d'élution, alors vous savez que les colonnes de chromatographie, on les calibre avec généralement des protéines globulaires qui ne sont pas des protéines fibreuses. Donc là on peut se dire que toute protéine globulaire va avoir un rayon de Stokes qui va être proportionnel à sa masse moléculaire. Et donc, on pourra effectivement déduire directement la masse moléculaire des objets en fonction de l'élution des marqueurs de masse moléculaire connus, pourvu que ce soit des protéines globulaires. Donc oui, quand je vous ai parlé de l'exemple tout à l'heure, je sais que si on utilise telle colonne et que la protéine est élue à 20 ml, il y a de fortes chances que ça soit une protéine qui soit agrégée parce qu'elle a fait des interactions entre les sous-unités et elle est sortie dans le volume mort. J'ai pas parlé, mais ça je pense que vous l'avez vu en cours. Le volume mort, pour chaque colonne de chromatographie, quand on fait des chromatogrammes, d'accord, si on mesure l'absorbance à 280 nanomètres, c'est ce qui est le plus facile parce que on a toujours un spectro qui est branché en ligne à la sortie de nos colonnes. Si là je mets le volume d'élution, en ml, souvent il est en ml, ok.
Pour toute colonne de chromatographie, quand on vient de la recevoir dans un laboratoire, on va la calibrer. Alors on va mettre, chaque colonne ne peut pas séparer toutes les protéines de masse moléculaire différentes ou de rayons de Stokes différents. Vous avez des colonnes qui vont séparer des protéines on va dire, de 10 000 Dalton à 50 000 Dalton. Vous avez des colonnes qui vont séparer des protéines de 50 000 Dalton à 200 000 Dalton. Et à chaque fois qu'on utilise une protéine, on va utiliser une colonne appropriée pour la fenêtre de séparation. D'accord ? Et à chaque fois qu'on reçoit une colonne, on va la calibrer. Donc on va mettre une très grosse protéine, une très grosse molécule, dont on sait qu'elle passe à travers les billes, qu'elle ne sera jamais incluse dans les billes. Et ça va nous permettre de déterminer ce qu'on appelle le V0, c'est le volume mort. Le volume mort. Ok. Et généralement, on met un bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on met un colorant qui s'appelle le bleu d'extran qui fait 1 million de Dalton et qui va être toujours tout de suite exclu et qui nous permet de calibrer le volume mort. Et puis on met une toute petite molécule aussi. Hop. On met une toute petite molécule sur ces colonnes, on peut la mettre en même temps, hop, qui va me donner hop, le VT. Le VT, c'est le volume total. Et donc avec ces deux marqueurs là, de volume mort et de volume total, on peut connaître la fenêtre de séparation de notre colonne. On peut dire notre colonne elle va séparer les protéines de 20 ml, de 20 ml à on va dire 50 ml. Voilà. Tout ce qui sort à 50 ml, ce seront des toutes petites molécules, et tout ce qui sortira à 20 ml, ce sera les grosses protéines. On ne pourra pas avoir quelque chose qui va sortir avant 20 ml. Toutes les grosses protéines, les très gros objets, vont sortir dans le même pool, c'est-à-dire dans ce volume mort de la colonne. Ok, j'espère que j'ai été assez clair sur le volume d'élution, mais oui, le volume d'élution, on peut dire qu'il donne des informations. On connaît bien notre colonne, si on la calibrait, on peut dire qu'il donne des informations sur la taille des protéines éluées. Après, rien ne nous empêche de faire un jet d'électrophorèse pour bien déterminer la taille. Ok. Qu'est-ce qu'on a fait le tour du premier exercice. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Donc l'exercice 2. Si je passe maintenant à l'exercice 2. L'exercice 2, c'était une séparation, l'utilisation de l'électrophorèse en conditions dénaturantes pour déterminer la structure quaternaire d'une protéine. Alors, hop. 2 secondes, là, je fais ça plus tard. Voilà, là je vois mieux. Donc si vous avez des questions, est-ce que vous avez compris le principe de séparation du SDS? Hop là. SDS qui est le sodium d'odécylsulfate, d'odécylsulfate de sodium. Donc CH2 11 fois, donc il y a 12 carbones et il y a cette fonction sulfate ici, hop, qui est chargée moins, qui confère une polarité. Ça va conférer la charge. Et ça, bien sûr, c'est la partie qui va, la partie hydrophobe, qui va dénaturer les protéines. Ok.
Et donc le principe du SDS, c'est effectivement d'aller, grâce à cette partie hydrophobe ici, grâce à cette partie hydrophobe, d'aller se faufiler dans la structure, dans le cœur hydrophobe des protéines, débobiner la protéine de façon à ce qu'elle devienne un spaghetti et tapisser de façon homogène toute la surface de notre protéine qui est devenue linéaire, qui est devenue un spaghetti, de la tapisser pour qu'elle soit chargée de façon négative et de façon homogène. Ok, qu'est-ce que je veux dire? Vous avez compris que si on utilise le SDS, ça je ne l'ai pas dit dans les vidéos, si on a une protéine et qu'on veut, ça c'est en relation avec les gels natifs, ce qu'on appelle native page, qui n'est pas la SDS page. En conditions natives, on a des protéines qui sont plus ou moins chargées. Alors là, on va dire que c'est une protéine chargée plus. Hop, une plus petite chargée moins. Allez hop. Hop. Là, je fais un dimère, on va dire plus moins, qui est neutre, à pH 7. Donc vous voyez que si on fait une chromatographie, une électrophorèse en conditions natives, vous avez pour ces trois objets-là, celle-ci qui est petite en rouge, celle-ci en bordeaux qui est un dimère qui est un peu plus grand, et celle-ci qui est un peu plus grande mais qui est chargée plus en bleu. Ben pour ces trois objets-là, vous aurez comme critère de séparation à la fois la taille plus la charge. Donc ça, ce sont deux critères de séparation qui ne nous permettront pas de calibrer et de déterminer la taille des protéines. Alors que quand on utilise une électrophorèse en présence de SDS, donc SDS page, donc c'est en conditions dénaturantes, en conditions dénaturantes, comme on va débobiner tous ces objets-là, vous aurez ma protéine bleue qui, elle, avec le SDS, alors le SDS, l'action du SDS, je vais la schématiser en vert. Donc, hop, elle sera devenue totalement négative, puisque c'est le SDS qui tapisse, d'accord, qui tapisse la protéine avec ses charges négatives. Plus vous aurez cette protéine-là, alors si je fais la rouge, est un peu plus petite, et elle va être aussi tapissée de charges négatives grâce au SDS. Et si je fais, alors ça c'est intéressant, ce dimère, ça c'était un dimère, hein. Hop. Si je fais ce dimère là, ça va me donner, hop. Alors voilà, si je respecte un peu les tailles, il y avait une sous-unité qui avait l'air d'être un peu plus grosse que l'autre. Pareil, hop, totalement tapissé, et le SDS a dissocié. J'ai pas mis de pendisulfure sur ce dimère là, d'accord. Sur ce dimère là, j'ai pas symbolisé de pendisulfure. Donc le SDS va dénaturer et donc va dissocier les deux sous-unités s'il n'y a pas de pendisulfure. Hop, et je termine. Donc elles sont toutes chargées négativement. Et le bilan, c'est juste pour vous dire que si c'est pas natif, là, il n'y a qu'un seul critère qui joue, puisque toutes les protéines ici sont chargées négativement. Donc la charge ne joue plus. Donc là, on aura juste une séparation selon la taille. Voilà. Donc,
Bon, sachez que les SDS pages, donc en conditions dénaturantes, on en fait à foison dans les laboratoires quand on étudie les protéines. Les natives, c'est pour des expériences je dirais ponctuelles. On utilise moins le gel natif parce que c'est pas facile de dire à ce niveau-là quelle est la protéine qui a migré. On peut pas mettre des marqueurs non plus parce qu'il y a deux critères pour les électrophorèses en conditions natives. Il y a deux critères. Et pour la SDSPA, il n'y a qu'un seul critère. Ok. C'était ce que... Ok, bon après qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre sur cet exercice? Donc vous avez compris le... hop, qu'est-ce que je pourrais... alors, hop, voilà, c'est celui-là que je vais mettre. Ok. Donc ben, vous avez tous compris que pour déterminer la masse moléculaire, il fallait utiliser la piste 3 qui est la piste des marqueurs de masse connue. Ok. Vous mesurez chacune des distances pour chaque marqueur. Alors, vous n'aurez peut-être pas les mêmes distances que j'ai dit dans la vidéo parce que si vous imprimez par exemple votre énoncé sur un format A3, ben, ce sera beaucoup plus grand, donc vous aurez des distances beaucoup plus grandes à mesurer. Mais au final, vous devriez avoir le même résultat. Donc, vous mesurez chacune des distances. Pour chacune des distances, vous les associez à la taille de la protéine, donc à sa masse moléculaire, et vous tracez ensuite la courbe étalon. Vous tracez donc le log de la masse moléculaire en fonction de la distance de migration. Ok. Ok. Est-ce que vous avez tous compris la différence entre du papier linéaire et du papier semi-log? Ça c'est important. C'était, à mon avis, c'était le seul petit piège dans cet exercice. C'était qu'on vous imposait le papier sur lequel vous deviez tracer votre courbe étalon. Alors, quand on vous l'impose, vous n'avez pas le choix. Si c'est en condition d'examen, ben, vous avez que ça. Donc, regardez bien la graduation des axes. Et ben, sachez discriminer un papier semi-log d'un papier linéaire. Donc là, c'est un papier semi-log. Donc, en papier semi-log, vous tracez simplement la masse moléculaire en fonction de la distance de migration. Voilà. Et sachez que les phénomènes de migration dans les gels d'électrophorèse, c'est aussi le cas dans les chromatographies. Dès lors qu'il y a des phénomènes de friction, souvent il y a une relation logarithmique entre la taille de l'objet et sa migration. Et c'est le cas pour les chromatos en tout cas, et c'est le cas pour les électrophorèses. Et en biologie, c'est souvent le cas. Donc, la distance de migration ou les volumes d'élution sont reliés au log de la dimension de l'objet. Ok, c'est bon, tout le monde. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Parce que moi je sais pas quoi vous dire d'autre ensuite. Vous aviez bien sûr la courbe étalon, je reviens pas trop dessus. Vous savez vous servir j'espère, d'une courbe étalon. Édition, hop.
Et une fois que vous aviez mesuré, alors je me souviens plus ici, j'avais mesuré 12. Ok. Ça c'était pour ma protéine sans bêta-mercaptoéthanol, 102 mercaptoéthanol. Ici, on avait noté 12 mm de migration. Donc, je reporte 12 mm ici. Hop. Ah, j'ai mon téléphone qui sonne. Excusez-moi 2 secondes. Hop. Ce sont les aléas du direct. Ok. Et pour 12 mm, vous déduisiez par lecture sur l'axe des ordonnées la masse molaire de la protéine lorsqu'elle est étudiée sans agent réducteur. Ok, et puis après, ben, généralement, là vous avez les sous-unités. Vous faites la même chose pour les sous-unités, les distances de migration, et vous déduisez les masses moléculaires des sous-unités qui étaient 90 et 47. Et souvent après, pour essayer de déterminer la structure quaternaire, bah, il faut faire des associations entre des multiples de ces sous-unités-là pour retomber à la fin sur la masse qui était ici, c'était 140 kDa. Donc la première chose à faire, moi, que je vous conseille, c'est de faire déjà l'addition de la masse de la petite, l'addition de la masse de la grosse, et vous voyez si vous tombez sur la masse totale. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a une sous-unité petite et une grosse sous-unité qui constituent la structure globale de la protéine. Et si c'est pas assez, bah vous faites deux fois une sous-unité et une fois l'autre. Vous regardez si vous tombez sur la masse finale, qui doit être 140 kDa. Ok. Là c'était 12 mm. Ah, le coût de la pureté, est-ce que vous avez compris le coût de la pureté? C'est pas facile, la pureté c'est un débat sans fin entre collègues. Et c'est quelque chose qui est pas facile, c'est une notion qui est pas facile à assimiler, la pureté d'une protéine. Alors j'ai essayé de l'expliquer dans la vidéo, mais je me suis rendu compte que c'est aussi un peu difficile d'expliquer ça. La pureté, hop, généralement, ça c'était la question 3. Allons-y, là je fais un exemple d'une protéine que j'ai déposée sur un gel. Et j'en ai déposé une grosse quantité, de telle sorte que j'ai vraiment une grosse bande qui est apparue sur le gel. Hop. Je mets ma même protéine, mais là, j'en ai déposé, on va dire, 10 fois moins. Donc en A, j'ai ma protéine, et en B, j'ai déposé 10 fois moins. Alors si vous en tenez aux critères qu'on a l'habitude de dire, c'est-à-dire que, hop, je remets ça là, que une bande sur un gel d'électrophorèse veut dire que la protéine est pure. Alors est-ce que si je vous montre juste, j'ai terminé ma purification, je vous montre mon résultat ici, et vous devez avoir un œil critique, et je vous dis, il n'y a pas de souci, ma protéine est pure. Est-ce que ça arrive à vous convaincre? Alors moi quand je vois ça, si jamais je vois un gel comme ça, et je dis ok, il y a bien une seule bande sur le gel, donc une seule bande voudrait dire que il n'y a pas d'autres contaminants, mais je dirais néanmoins, tu as déposé tellement peu de protéines, les contaminants généralement ils sont encore moins peuplés que la protéine qu'on souhaite purifier.
Donc je dirais que tu as déposé tellement peu de protéines que les contaminants, forcément, on va pas les voir. Parce que le bleu de Koumassi, là, il arrive au seuil de détection. On est dans la limite de détection du bleu de Koumassi. Il y a pas assez de protéines. Donc moi, ce que je demande dans ce KB, je dis refais un gel et dépose 10 fois plus de quantité de protéines. Donc là, vous allez me donner le gel A cette fois-ci. Et dans le gel A, on a une grosse bande. Là, je dirais c'est plus convaincant parce que là, on a déposé une grosse quantité de protéines ici. On voit ce qu'on appelle une grosse patate, une grosse bande. Et il n'y a toujours pas de contaminants qui sont apparus. Donc là, je commence à dire effectivement, ton échantillon était pur. Mais si on me donne directement le cas que j'ai dessiné ici en rouge, ce cas-là, si on me donne directement ça, je dirais ben, on n'a pas déposé assez de protéines pour être sûr que ce soit pur. Dans le cas A, oui, on a déposé assez de protéines. Par contre, si dans le cas A, je vous dis donc de redéposer plus de protéines que ce que vous aviez mis dans le cas B, et dans le cas, on va apparaître, hop, 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 ici des bandes, bah, je dirais, vous voyez, c'était utile de déposer un peu plus de protéines. Là, on voit chacune des bandes ici, que vous aviez des contaminants dans votre échantillon, que vous n'aviez pas vu dans le KB parce que vous n'en aviez pas déposé assez. Et quand on en dépose plus, on voit qu'on a des contaminants dans cet échantillon-là. Et je dirais, ah là, votre échantillon, il n'est pas si pur que ça. Donc il y a aussi une notion sur laquelle je n'ai pas insisté dans la vidéo, c'est une notion de quantité déposée sur les électrophorèses. Si on ne dépose pas assez de quantité, comme c'est illustré dans le KB, on peut pas dire, dire que l'échantillon est pur. Et vous verrez que dans certaines publications, il y a des fois des résultats où on voit des gels d'électrophorèse avec des toutes petites bandes et les auteurs prétendent que leurs protéines étaient pures. C'est pas si simple que ça. Ok, et puis bien sûr aussi, n'oubliez pas que on peut avoir un contaminant, ce que je fais en vert ici. Si on a un contaminant ici que je fais en vert qui a exactement la même masse que ma protéine, donc il va migrer exactement au même endroit, donc une seule bande n'est pas non plus le critère ultime de pureté. Il y a toujours quelqu'un qui pourra vous dire ah oui mais donc il y a peut-être un contaminant qui a exactement la même masse et qui a migré au même endroit. Voilà, et puis aussi n'oubliez pas que si on fait des colorations avec des colorants de plus en plus sensibles, comme le nitrate d'argent ou l'or colloïdal, mais on va dire le nitrate d'argent c'est déjà un peu plus cher que le bleu de Koumassi, l'or colloïdal c'est un réactif très cher. Si au nitrate d'argent, vous me donnez un résultat avec une bande comme ça, hop, et qu'il n'y a rien de part et d'autre, qu'il n'y a aucune autre bande protéique de part et d'autre, là je commencerai à vous croire et je vous dirai ok, il n'y a pas de souci, votre échantillon est pur. Ok, c'est bon, est-ce qu'on passe à l'exo 3? Vous avez des questions sur l'exercice 3? Ok, hop. Donc exercice 3, c'était ces fameux chromatogrammes que je vais remettre, ça j'en ai plus besoin. Hop. Ah, ça y est, il y en a qui partent là. J'ai une question comme ça, est-ce que vous connaissez un moyen de... Je trouve que Twitch c'est pas mal parce qu'on peut interagir en direct. L'idéal ce serait qu'on interagisse et qu'on se voit tous ou qu'on s'entende tous. Mais bon,
Alors certains d'entre vous ont fait des serveurs Discord. Je sais qu'au laboratoire, chez nous, on a fait un serveur Discord qui nous permet de communiquer assez facilement. Bon, là, on l'utilise uniquement pour papoter quand on a un peu de temps libre. Mais voilà, il paraît que Discord, c'est quand même assez puissant. Mais moi, je suis à la recherche d'un outil pédagogique où on pourrait à la fois éventuellement se voir, c'est pas trop ce qui m'importe, mais c'est de vous entendre en direct, poser des questions, ce serait peut-être plus convivial. Ok, alors qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus? Ne partez pas, ce qui suit est très important. Ça c'est pour... les gens vont revenir. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire qu'on a vu dans la vidéo? Oui, c'était la chose sur laquelle j'ai peut-être pas insisté dans la séance précédente. Je pensais y insister. C'est sur les, les sites de coupure des protéases, d'accord, de la trypsine et de la chymotrypsine. Hop, où je suis là, je sais pas où je suis. Donc trypsine. Donc j'ai dit que c'était une endoprotéase qui coupait la liaison peptidique du côté carbonyle des résidus basiques que sont lysine et arginine. Et il y avait une restriction, sauf si une proline se situe juste après une lysine ou une arginine. D'accord? Il y avait cette restriction là sur laquelle j'ai pas insisté et que vous avez dû voir dans la vidéo, c'était l'hypothèse 4, c'est qu'effectivement vous pouvez avoir, et c'est pareil pour la chymotrypsine, hein. La chymotrypsine est une endoprotéase qui hydrolyse la liaison peptidique du côté carbonyle des résidus aromatiques que sont phénylalanine, tryptophane et tyrosine. Sauf, hop, mais là j'arrive pas à voir, voilà. Ok. Sauf si une proline se situe juste après un tryptophane ou une phénylalanine ou une tyrosine. D'accord? Il y avait cette petite restriction. Alors je me souviens plus si j'avais insisté là-dessus, mais c'est important pour comprendre l'hypothèse 4 que j'ai fait dans la vidéo. Donc bilan des courses, si je reviens à la trypsine. Ok. Et vous avez tous compris que si j'ai ce peptide là, là j'oriente mon extrémité enter, mon extrémité CTR. Je vous rappelle que si vous n'orientez pas les extrémités, on considère que à gauche c'est l'extrémité enter et à droite c'est l'extrémité CTR. Et si j'ai, on va dire, allez, une arginine là, une autre arginine là, allez, on va mettre 3 arginines, rions un peu, et hop, je vais mettre une proline ici, en vert. Donc là, les sites de coupure par la trypsine, elle verra ça, elle devrait couper là, elle verra ça, elle devrait couper là, et ici, impossible de couper parce qu'il y a une proline. Alors la proline, ça fait une espèce de cassure, hein, de tournant dans la chaîne polypeptidique, et donc effectivement ça s'accommode moins bien au site actif, et donc là la trypsine ou la chymotrypsine ne peuvent plus rompre la liaison peptidique lorsqu'il y a une proline. Donc ok, retenez ça, c'était important de comprendre cette petite restriction pour comprendre l'hypothèse 4. Ok.
Alors, j'ai Valgona qui me dit que Discord est une bonne solution. En effet, vous pouvez lancer un stream et on peut parler. Alors, le truc, c'est que je connais pas bien Discord, mais je peux m'entraîner là-dessus. Bon, pour l'instant, moi, Twitch, ça me va bien, si ça vous va aussi. Mais sur Discord, est-ce qu'on peut capturer un écran comme je suis en train de le faire? Là, je capture mon iPad qui me sert de tablette, de tableau blanc. Et ça, je sais pas encore, je suis pas sûr. Si vous savez, la réponse m'intéresse. Ok, qu'est-ce que vous avez d'autre? Donc, il était pas mal, cet exo, parce qu'on voyait bien la différence. Méfiez-vous entre l'absorbance à 280 nanomètres. L'absorbance à 280 nanomètres, elle est très utile et on l'utilise toujours parce que en sortie de colonne, en chromatographie, on a toujours un détecteur d'UV à 280. Mais c'est vrai que si on a des petits peptides ou des toutes petites protéines qui n'absorbent pas, qui ne possèdent pas de tryptophane ni de tyrosine, eh ben on les verra pas. Ok. Donc, absorbance à 280 nanomètres, je mettrai donc si présence d'au moins un tryptophane ou une tyrosine dans la séquence. De la protéine ou du peptide qu'on souhaite détecter. Voilà. Et au laboratoire, j'ai une collègue en ce moment qui a une toute petite protéine qui n'a ni tryptophane ni tyrosine. Et quand elle fait des purifications, qu'elle fait des chromatographies, ben, c'est un peu gênant. Mais bon, elle sait que. Alors, ce qu'elle fait, ben, c'est qu'elle prend les fractions une par une et elle va les doser au Bradford, comme on l'a vu dans le deuxième chromatogramme. Alors, il y a une autre façon aussi dans les spectros qu'on a. Mais bon, ça, je vous le dis, mais bon, on peut se mettre à 220 nanomètres. À 220 nanomètres, je ne sais pas si je vous le dis, allez, je vous le dis quand même. C'est la liaison peptidique qui absorbe. Ok. Et donc, comme toutes les protéines et tous les peptides ont des liaisons peptidiques, ben là, c'est voilà, généralement ce qu'on fait. Alors, soit elle se met à 220 nanomètres. Alors, le problème, c'est on sature vite le signal parce qu'elle absorbe beaucoup les liaisons peptidiques. Donc, c'est pas non plus la solution miracle. Mais voilà, on essaie des fois de se mettre à, à 220 nanomètres si on n'a pas de tryptophane ni de tyrosine dans nos protéines ou nos peptides. Ok, alors ok. Ok, on peut faire un partage d'écran. Ok, bon bah je vais essayer ça. Si vous avez un Discord, on peut essayer ça. Mais bon, d'un autre côté, avec Discord, est-ce qu'on peut s'entendre parler ou pas? Faut savoir ça, ça serait peut-être un peu mieux. Faut que les serveurs tiennent. Moi, ce que j'aime bien dans Twitch, c'est que on peut être 150 000 et je peux avoir 150 000 spectateurs, ça tiendra. Donc voilà. Mais bon, je sais que là, j'ai besoin que de 66 spectateurs. Vous êtes 66 dans les deux groupes. Ok. Est-ce que vous voulez que j'aborde d'autres questions? Pour moi, j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous préciser. Voilà, ok. Donc cette dernière remarque là que j'ai mis, c'est une parenthèse, hein. C'était voilà, c'est à savoir, mais ça n'entrait pas en compte dans l'exercice 3. Bon, ok, donc Valgona me dit qu'on peut être environ 50 dans un chat Discord. Pour l'instant, si vous ne voyez pas d'inconvénient, je vais rester sur cette méthode qui est assez facile d'utilisation, qui est Twitch. Et
Et si on améliore, voilà, si on essaie d'améliorer, on pourra essayer de passer sur un autre serveur. Il y a aussi Zoom, ça, on m'a parlé de Zoom. Zoom, c'était une application qui pouvait aussi faire des cours en direct qui étaient un peu plus interactives, puisqu'on s'entendait tous. Voilà, pour l'instant, si ça vous a plu, enfin, c'est à vous de me dire, envoyez-moi des mails et dites-moi si c'est OK pour vous. Sinon, on reste là-dessus pour l'instant. Je pense que la prochaine semaine, on va passer par là parce qu'on va encore être confiné. Je suis pas très optimiste pour la suite des semaines. Je pense qu'on va être encore appelé à rester chez nous au moins 2-3 semaines. On verra ce que les autorités nous disent. Mais voilà, pour l'instant, on va rester comme ça. Ok, c'est bon pour vous? Est-ce qu'on clôt la séance? Ou est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous voulez parler d'autre chose? Je vous avais parlé du logiciel Foldit. Comme vous êtes tous chez vous, comme on se doit d'être tous chez soi en ce moment, allez faire un tour et installer Foldit sur votre ordinateur et participer au challenge proposé. C'est simple, il y a des petits tutoriels, etc. Et qu'est-ce que je voulais vous dire sur Foldit? Je vous avais parlé du challenge sur le coronavirus, donc ils ont eu des solutions. De leur côté, le labo qui a créé Foldit a fait ses propres solutions aussi. Donc ils ont trouvé des protéines qui allaient s'associer à la protéine d'entrée, la fameuse spike protéine du coronavirus. Et ils sont en train de les produire. Donc ça avance quand même pas mal. C'est assez enthousiasmant de voir qu'il y a des labos qui avancent vite. Donc ils sont en train de produire ces protéines et de les tester, voir si elles... alors ils vont les tester chez des souris rapidement, voir si elles empêchent l'entrée du virus, puisqu'elles devraient interagir avec la protéine d'entrée du virus. Et voilà, donc on n'aura pas comment dire, de traitement tout de suite, mais voilà. Alors Foldit, j'ai eu 1400 et quelques, c'était misérable. Je sais pas si vous avez eu combien. Je vous donne une bouteille de champagne si vous aviez plus de 1400. Qui a fait Foldit? Euh, allez voir, c'est marrant. Alors moi j'avais proposé une protéine avec un feuillet bêta et 3 hélices alpha. Et j'essayais de scotcher ces hélices alpha sur la protéine du corona et j'avais du mal. Et j'ai vu que les solutions, les meilleures solutions en fait, c'était une protéine tout alpha, c'était des hélices alpha de style comme ça, hop, et puis comme ça. Donc c'est 3 hélices alpha qui venaient se scotcher sur la protéine du virus. Et a priori c'était ce qu'il y avait de plus efficace avec une affinité la plus grande pour essayer d'interagir avec cette protéine du corona. Ok, voilà. Est-ce que vous voulez qu'on arrête ou est-ce que vous avez d'autres questions? Donc je retiens pour l'instant effectivement le Twitch. Si ça vous a plu, moi ça me dérange pas. C'est pas grave si je vous entends pas. C'est toujours plus sympa quand on voit quels les étudiants et qu'on parle en face directement. Mais là voilà, c'est un moindre mal qu'on puisse trouver cette solution. Ok, j'attends vos petites suggestions et puis sinon bah, on ferme la session. Ok, Dalil, donc si vous m'avez demandé mon score, j'en conclus que vous avez participé à Foldit. Et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez eu un bon score? Alors, le live, je sais pas combien de temps ça dure sur Twitch, je crois que ça dure une dizaine de jours. Là, j'avais fait un essai de vidéo sur la première question du TD6 pour voir si ça marchait.
Donc voilà, pour l'instant, je vais le laisser. J'espère qu'on va m'autoriser à le laisser. Je trouve que tout le monde peut voir ce qu'on a dit. Ça me dérange pas de laisser ça public. Donc voilà, pour l'instant, je vais le laisser sur cette plateforme. On verra ce que ça donne. Ok. Bien, bah si c'est tout, bah je vais éteindre la diffusion et je vous dis bon courage, restez chez vous, ne sortez pas trop, hein. L'idée c'est que maintenant qu'on a commencé ce protocole, il faut le suivre jusqu'au bout. Ok, c'est bien, très bien. Il faut continuer faut un début à tout. Ça, je réponds à Dalil. Ok. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine, on se tient au courant, et puis n'hésitez pas aussi si vous avez des questions, vous pouvez me les poser par mail, et puis je les évoquerai dans les prochaines sessions live Twitch. Voilà, portez-vous bien et à bientôt.